bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. J'explique rapidement, moi je suis américain, oui, mais j'ai la chance d'être entouré par deux deuxième lignes, des grands gaillards. Et comme on dit en anglais, en fait, des deuxième lignes, ça s'appelle des locks. Et un lock, c'est comme un cadenas ou un serrure. Mais en fait, ici, dans cette émission, c'est eux les clés. Les clés de notre réussite, mes deux copains, mes deux grands copains. Alors, on va dire bonjour d'abord à Théodore de Saint-Rémy. Oui, salut les gars, ravi d'être là. Écoutez, la clé, la serrure, tout ce que vous voulez. Tant qu'on s'éclate, qu'on parle rugby entre copains, moi, c'est le thème, c'est ce qu'on aime. On est ravi d'être là à nouveau. Et notre deuxième ligne, c'est Charlie Bayer. Salut Charlie. Salut mon ticket, salut mon Théo. Quand t'es parti sur les locks, j'ai cru qu'on allait dériver sur les locks, tu vois. C'est la vanne que je sentais. Les dreadlocks, oui. Ouais. J'aurais pu. Ah zut, j'ai raté une opportunité de parler de tes dreads comme chaque émission. Allez, est-ce que j'ai droit à une petite minute américaine, même si c'est la Coupe du Monde? Évidemment, surtout que j'avais un truc à dire. Bah merci. Donc rapidement, il y a des USA Eagles qui a joué contre Toulouse, Stade Toulousain. En fait, ils sont allés jusqu'à Utah pour jouer des Américains, l'équipe nationale des States. Donc on avait Michael Baska qui est un de nos anciens invités. Donc j'étais très content pour lui qu'il est à nouveau dans l'équipe américaine. Et voilà, c'est la preuve qu'on a beaucoup de bons rugby partout. Les Toulousains aux US, alors ça, j'aurais voulu voir ça. J'espère qu'ils en ont profité pour faire la promotion du cassoulet. Utah, c'est une équipe de basket qui m'a fait rêver. Les Utah Jazz, dont j'adore d'ailleurs le logo et j'adorais surtout Karl Malone, qui était un joueur qui avait une paire d'épaules et un shoot de folie. Donc, on aime beaucoup le Utah, même sans le Stade Toulousain. De Franks and Beans, c'est une très bonne idée de cassoulet. Alors moi, je voulais te dire un tout petit mot avant qu'on passe au rugby. Malheureusement, mes Bengals préférés enchaînent les contre-performances puisqu'ils ont perdu contre les Ravens de Baltimore. Donc les Corbacks qui battent des tigres. Je sais plus où donner de la tête. Je suis dépité. Bengals, please come back, parce que là, vous me faites mal. Allez, nos chers écouteurs, je voulais vous passer un grand merci à nos copains qui nous laissent des messages sur YouTube, en fait. Donc Pierre, qui est en fait un voisin de moi, qui habite dans la Haute-Dour, et aussi Maxime, qui nous a découvert dans le TG. Merci pour les messages. Et sur Spotify, il y avait Greg de Baltimore, Guillaume et Baptiste. Et je pense qu'un de ces trois-là, c'est un pote de mon fiston. Merci aussi de nous laisser un petit review sur Apple, ça serait le bienvenu. Et aussi, écoutez, je voulais partager ce nouvelle. On est à 5000 écoutes le mois dernier. Wow. Merci, 5000 fois merci du coup. C'est ça. Si vous voulez toujours jouer au fantasy avec nous, c'est une très très bonne idée. Venez. Il y a Chucky 9 qui est en tête, il y a Marat qui est deuxième, Charlie D et moi, je suis juste content que les gens viennent jouer et ils sont là, donc je suis content. N'oubliez pas que vous allez sur le site de Coupe du Monde de rugby et c'est le code C128XFBJ. Allez, mon cher Théo, la semaine dernière, on a oublié de parler de quelque chose qui est important pour toi, parce que toi, tu as joué sur l'équipe militaire de France. Ah oui, moi, dans ma jeunesse, c'est-à-dire il y a longtemps, n'est-ce pas, Charlie, j'ai joué pour l'équipe de France militaire, qui à l'époque était une équipe d'appelés, c'est-à-dire qu'on faisait notre service militaire, à ce qu'on appelait à l'époque, qui a disparu depuis, le bataillon de Joinville, c'est-à-dire là où les sportifs qui avaient déjà une carrière lancée venaient passer un an en faisant beaucoup de sport et représentaient l'armée française dans des compétitions militaires internationales. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des militaires de carrière qui sont réunis sous une équipe, comme il y a d'ailleurs plein d'autres équipes comme ça. Et écoutez, cette équipe a effectivement été championne du monde en battant les Fidji en finale. Ils avaient battu les Blacks en demi-finale, c'est quand même pas rien. Et surtout, histoire qu'on aime beaucoup, ils étaient menés 14-3 à la mi-temps, ils l'ont emporté 25-22. Comme on adore les Fidji, on est triste aussi pour les Fidji, mais franchement, qu'est-ce qu'on est content pour l'équipe de France militaire. Et je pense que cette équipe de gars qui se met à jouer une mini Coupe du Monde et un match international comme ça, alors que à côté de ça, ils ont juste une vie normale, entre guillemets, c'est extraordinaire et on peut que les saluer, les féliciter et être vraiment très content pour eux. Ouais, ils ont joué dans le stade qui est dans le centre de Vannes. J'ai passé pendant mes vacances, ça me donnait vachement envie de retourner pour voir un match là-bas. Ah surtout qu'à Vannes, quand les équipes rentrent, c'est au son de la bombarde, qui est l'équivalent de la cornemuse bretonne. Et je peux te dire que j'ai regardé une ou deux vidéos, j'y ai jamais été. Ça fout les poils, comme on dit, ça donne une ambiance absolument incroyable. On n'a qu'une envie, c'est de voir du rugby à Vannes. Donc, je suis d'accord avec toi. On pourrait aller faire une petite émission délocalisée là-bas. Pourquoi pas un jour?
Bon, on a beaucoup de rugby pour aujourd'hui, mais en fait, malheureusement, on ne va pas parler de cornemuse parce que l'Écosse, ils n'ont pas joué ce week-end. Mais on a beaucoup de rugby en face. Allez, on y va tout de suite. Pack de potes, terrain 10. Allez, c'est France-Uruguay. Et chez Uruguay, il y a toujours le numéro 6 qui est quand même assez petit. Il n'est pas plus grand que ce numéro 9 et 10. 1m75. La France, on n'est pas très grand non plus. En fait, à l'arrière, je trouve qu'on est 1m80 en moyenne en France sur l'arrière. Et c'est pas une équipe à ménager, on va dire. C'est carrément une équipe complètement différente. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui sont restés, Villiers et Woki, je pense, qui sont les seuls titulaires de retour pour cette équipe. Mais c'est quelle couleur de ce maillot d'Uruguay? Il y a un jaune, il y en a un orange, je dirais orange. Allez, le match commence et on gagne à mêlée, 3-0, merci Germiné. Et c'est quoi ce truc? Passe au pied, contrôlé par la cuisse, l'arrière il va marquer, ils sont quand même bons au foot les Uruguayens. Ils marquent 3-5 pour eux. On va dire que c'est pas grave, car Roumanie, ils ont fait la même chose contre l'Irlande, et les Irlandais, ils ont mis 80 points après. Peut-être ça va être le même pour nous. Et non. Bon, au moins ça réveille les Bleus. Astori va marquer un essai, sans souci, 10-5. Les Bleus avancent. Astori essaie de nous montrer ses qualités. Tout le monde, en fait, me semble un peu stressé de mettre leurs pattes sur le match. Et peut-être c'est ça le problème. Les Uruguayens défendent plutôt bien, à l'image du numéro 9 jaune qui saute sur le dos du Moll. 13-5 pour nous. Carton jaune pour Tao Fifenois contre le 9 en question. Il s'excuse et on espère que ça ne devient pas rouge dans le bunker. On est chanceux. Ballon à nous pour un peu, merci à Makolou, mais Moefena le perd. Les Uruguayens avancent quand même, et paf, ils marquent. Et pouf, pas d'essai, écran du 13. On est encore un peu chanceux. L'orgueil des Bleus est un peu touché quand même. Le 7 nous pourrisse dans les molles, et on perd le ballon. Penal touche pour nous, allez les gros, mais la défense est là. Astori n'a pas la précision au pied que nos autres disent sur ce jeu. C'est 13-5 pour le mi-temps, c'est très bof tout ça. Début de deuxième mi-temps, c'est le jeu orange qui a la main sur le match. Ils vont même choisir le pen and touche. On réussit à remonter le terrain pour être dans leur 22. Tout ça pour perdre le touche et le mêlée qui suit. On commence à rater aussi les pénalités. Donc on fait comme avant. Gros chandelle, Villiers le retrouve et essaye refuser. C'était sur l'épaule de Jolanche. Logique. Gros changement partout. Peut-être ça va allumer le feu de Lille car le stade est assez silent pour le moment, je trouve. Le petit 6, lui, gratte un ballon et les Sud-Américains sont à l'attaque. Vincent loupe la défense et le 15 va au Paradis, essaye de transformer. 13-12, même les présentateurs ont peur. Qui va venir au secours? Ça va être peut-être Mr. Movaka. Oui, il va marquer un essai, 20-12 pour nous. Gros coup de pompe de Jaminet, un joli Marseillaise, ça va mieux, tout le monde se réveille à Lille. Sauf que le 7 nous embête toujours. On gagne le mêlée, on perd le mêlée. Ils sont mieux en mode que nous dans les rocks aussi. Il faut plus d'impact de nos impact players. On est loin d'après les fameuses 60 minutes où les petites équipes sont fatiguées, mais peut-être Uruguay, ce n'est pas une petite équipe. Allez, on respire, on y va, et le jeune Bielbarré, il va marquer un essai 27-12. Makolou va être à la rescue aussi avec un rock et un course de 60 mètres pour un essai de bonus. Ça fait du bien tout ça, mais non, l'arbitre nous dit non. Vous allez me dire pourquoi, mes potes. Bon, 27-12, ce n'était pas le grand bleu ce soir, mais on va oublier tout ça d'ici peu. On a gagné, donc bravo aux Bleus et bravo Uruguay. Oui, 27-12, bon, l'important c'est d'avoir gagné. Il faudrait juste pas à la fin perdre contre l'Italie et que les Blacks et les Italiens mettent le bonus offensif à tout le monde et qu'on se retrouve troisième sur un malentendu en ayant raté le bonus offensif. Le seul point grave de cette soirée, c'est celui-là. Tout le reste, c'est pas grave. C'était juste un peu désespérant. Et je pense qu'on peut le dire. On a assisté au plus mauvais match de l'ère Galtier sans l'ombre d'un doute. Où il faut quand même pas oublier que ce qui a fait la force de cette équipe ces derniers mois et ces dernières années, et ce qui nous a permis de rêver, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe B. C'est que à la Houghton's Cup 2022, les titulaires n'étaient pas là et les remplaçants avaient failli taper les Anglais et que on avait l'impression que cette génération de 40 joueurs était quasiment interchangeable. Et là, d'un seul coup, c'est gros retour sur terre. Gros retour sur terre. On a parlé du Pinard Test la semaine dernière. Joueur de classe mondiale de 8, 9, 10, 15. Ben là, c'est pas de la classe mondiale. Pour Garrett était un très bon joueur.
Jelonche en numéro 8 est un bon joueur, Astoy est convenable, mais ce ne sont pas des joueurs de classe mondiale. Quand ils sortent une prestation comme celle-là, il y a eu énormément de choses qui ont été dites, notamment le fait que c'était peut-être la dernière fois pour chacun de ces joueurs d'essayer de se faire voir individuellement pour figurer sur la feuille de match, et que les enjeux personnels sur la suite de la Coupe du Monde ont pris le pas sur les enjeux collectifs. Je pensais qu'on était au-delà de ça avec cette équipe. Pour moi, c'est avant tout ça la grosse déception, au-delà du fait que le match était tristounet, que les Uruguayens, qui sont la 17e nation mondiale, nous ont tenu la dragée haute à plusieurs reprises avec des actions tout à fait remarquables, mais avec une équipe de France absolument commune, se faisant trouer en défense à plusieurs reprises, faisant tomber des ballons, se faisant arracher des ballons. J'ai eu mal pour Gabin Villière, qui avait l'air d'un Playmobil à plusieurs reprises, qui n'a pas avancé, qui se faisait soulever de terre, reporter dans son camp, alors qu'ils ne nous ont pas habitués à ça. Donc, ouais, une soirée presque à oublier, si ce n'est que l'objectif, c'était de gagner. Ils ont gagné, ils sont premiers du groupe, et sauf catastrophe, s'ils remettent les pendules à l'heure sur les matchs de fin, ils seront premiers de groupe. Ben, je te rejoins dans la déception. Faut peut-être juste expliquer à Ticket ce qu'est un Playmobil. Non, non, ça va. Ah, je suis sûr qu'il sait, c'est américain. C'est vrai qu'on n'avait pas. Moi, j'avais jamais compris. J'avais des G.I. Joes qui bougeaient dans tous les sens. Hein. Il y avait des articulations. Non, mais G.I. Joe, c'est un peu. Je pense que c'est pas l'idée que voulait exprimer Théo. Tu vois, c'est pas si merveilleux que ça. Déjà, que dire par rapport à ta petite introduction, mon ticket à 1m80, c'est tu vas nous faire perdre des écouteurs si tu dis que c'est petit. Mais quand tu faisais le truc, c'est. Non, bah écoute, oui, la victoire est à retenir, mais quand même, notre carton jaune était super chanceux. Que serait-il passé si on avait joué à 14 tout le long? Ça fait débat. Certaines décisions d'arbitral font débat. Pour moi, celle-là, tout chauvin que je sois, j'aurais été uruguayen. Je pense que j'aurais pu m'énerver de droit sur le fait qu'ils ne finissent pas en rouge. Il peut prendre le rouge, oui. Oui, complètement. Hein. On a perdu des mêlées face aux 17e mondiaux. C'est vrai que notre équipe B avait, on a longtemps cru qu'on a gagné l'équipe B. Peut-être qu'avec un blessé par ligne chez nos forces en présence, dans nos forces en présence, qui est quand même énorme, on peut dire que l'Uruguay a affronté l'équipe C de la France sans manquer de respect à ceux qui sont là, mais c'est vrai qu'ils sont là parce que il y a eu blessure, puis remplaçant, puis les voilà. Voilà, j'aurais vraiment vibré. Comme tu dis, c'était décevant. Moi, j'étais là à la Concorde avec des amis non rugbyman à qui je voulais montrer la ferveur et la joie que c'est de mater un match. Bah, raté, hein, j'ai mal choisi mon match. C'était vraiment décevant. Je pense que je me serais emballé pour les Uruguayens normalement, c'est-à-dire je pense que le reste de la planète rugby, à part dans l'Hexagone, a dû se lever, se couch citer pour l'Uruguay, parce que c'était beau, ils étaient très volontaires, très envolés. Ils ont fait leur match, hein. Complètement, ils ont tout donné. Ils ont été très forts. Pour eux, c'est une belle aventure. Juste moi, voilà, ce qui me déçoit, c'est que je pense que les coiffeurs, comme on les appelle, n'ont pas eu la gagne dans mes analyses, un peu quand je présentais l'équipe de France et que je les voyais complètement champions et victorieux contre les Blacks. C'est parce que j'avais cette idée d'équipe enfin gagnante, de culture de la gagne, de qui se laisse pas cette France qui réagit à contre-coup, pas cette France qui sort des grands matchs dans la peur ou quand elle est seule contre tous, oui. Et là, je les trouvais après le Pays de Galles formidable, hein, dans leurs interviews d'après-match. Ils étaient pas euphoriques. Ils disaient on a fait notre boulot, on a fait ce qu'il fallait. Il y avait pas d'envolée, il y avait pas de fêter le titre de champion du monde après le premier match. Et donc je pensais vraiment à un match de l'Uruguay très sérieux, encore dans la continuité de ce qui a été fait depuis l'ère Galtier. Et ben non, voilà, c'est un truc auquel il y a des choses, y compris de joueurs semi-cadres, parce que un Villière, un Jaminet, etc., sont quand même des joueurs qui sont régulièrement dans l'équipe, qui sont quand même pas acceptables. Le loupé de Jaminet qui donne le premier essai, pour moi, il est incompréhensible et il est pas digne de la confiance qu'on lui a accordé à ces joueurs-là. Le coup de pied d'Astoy à la 38e pour aller chercher un essai au pied pour faire son geste de classe, bah oui, sauf que non, il y avait largement de quoi la jouer encore à la main, et on n'est pas obligé de faire des coups de pied tout le temps, surtout quand ils sont mal dosés, qui finissent derrière l'embut. Donc à un moment, c'est quand même assez insupportable. Maintenant, il faut regarder devant, mais mon Dieu, qu'on a eu le sentiment de revenir d'un seul coup 5 ans en arrière, quoi.
Ouais, c'est Et intéressant. ça, c'est dur à avaler. Moi, j'étais parti voir chez des copains qui sont pas des fous de rugby et qui me disaient, allez, Théo, tu vas nous expliquer et tout, ça va être top. Et tu Je leur pleurais. expliquais rien du tout. Je regardais mes trucs. Je me disais, non, mais attendez, là, vous inquiétez pas. Ça devrait pas être comme ça. L'essai refusé. Heureusement qu'il est refusé. Hein. Ok, l'écran est là, mais on est à la ramasse. Ah, S'il n'y a pas écran là et que ils refont un temps de jeu, il y a essai à droite. Donc, j'ai eu quand même des sueurs froides et plusieurs moments d'incompréhension complète sur la capacité de ces joueurs-là à être une équipe. Ça m'a vraiment profondément dérangé. Donc, j'espère que là, contre la Namibie, bon, c'est en plus a priori l'équipe la plus faible de la poule, mais là, je veux qu'on soit des Britanniques, là. Là, je suis désolé pour les Namibiens, mais il faut qu'ils prennent une énorme valoche. Là, il n'y a pas photo, là. Je pense aussi, c'est un peu difficile par rapport à notre planning, en fait. On a le plus grande équipe au début. On a le deuxième plus grande équipe tout à fait à la fin, presque un mois plus tard. Et en fait, c'est un peu chaud, notre planning, on va dire, dans le sens que je comprends, ils avaient envie de mettre pas beaucoup de personnes en repos. En fait, il n'y avait pas comment dire, ce skeleton, ce backbone. Il n'y avait pas un tronc de cadre, en fait, quelque part, qui faisait d'un match à l'autre. Mais je pense que c'est aussi, si on n'avait pas les 4 ou 5 énormes blessures qu'on a eues, on a mis une autre équipe en face, en fait, où il y aura, je sais pas, 7 ou 8 personnes qui ont joué le match d'avant. Oui et non, parce que parlez-en aux Irlandais, qui foutent 80 points aux Roumains, 60 points aux Tongiens, quoi. Oui, mais eux, ils sont à 140 grains. Ils mettent leur équipe 1. Ils mettent leur équipe 1 contre deux équipes, on va dire, je pense qu'ils n'ont pas eu le même type de blessure que nous on a eu. Bien sûr, ils ont mis leur équipe 1. Ils commencent avec Sexton et tout le monde. Donc, c'est un peu normal qu'ils mettent ça aussi. Je sais pas. Je sais pas si nous, à force de faire des petits calculs et de se dire, ouais, on va peut-être pas les mettre parce que peut-être qu'ils vont se blesser puis ils seront peut-être fatigués et tout. Ouais, à un moment, on se fait respecter. On veut être champion du monde. Bientôt, on va perdre contre l'Uruguay en match de poule, mais c'est un truc de fou. Moi, je te rejoins quand même, Ticket, parce qu'en plus de ces blessures, et comme je l'évoquais tout à l'heure, cette équipe C, peut-être, due à la force des choses, et qu'en effet, l'Irlande n'a pas eu à aligner, il y a dans le calendrier, ça reste aussi un peu compliqué, parce qu'on commence par le plus fort, donc forcément, équipe alignée la plus au top. Là, on aurait pu être tenté contre la Namibie, éventuellement, mélanger un peu le fait de tourner les joueurs entre Namibie et Uruguay, sauf que après la Namibie, il y aura 15 jours sans match, ce qui est énorme, donc on peut pas trop se permettre de laisser les titulaires sans 15 jours sans match. Puis l'Italie, qui est le dernier match de poule avant le quart de finale, donc il faut forcément faire revenir à l'équipe type pour se préparer pour le quart de finale. Donc c'est un peu compliqué. Après, ça n'enlève rien au déshonneur, on va dire, j'aimerais un mot un peu moins fort, mais au raté, voilà, on va dire tout simplement au raté de l'équipe de France. Ça n'enlève rien au gâchis qu'a été ce match, mais je trouve que les circonstances qu'évoque Ticket sont quand même à prendre en compte. Bon, et puis je voudrais amoindrir quand même ma colère, parce que elle reste bon enfant, et puis je trouve que c'est bien qu'ils aient gagné. Parfois on a eu du bol, on a eu aussi manqué de chance, parce que l'essai de Villiers, c'est quand même pas de bol, c'est en avant de Jelonge, le ballon qui lui tape sur le dos, bon, c'est vraiment pas de chance. Et l'essai de Macalou qui est refusé de façon absolument légitime. Tu voulais tout à l'heure qu'on explique pourquoi. C'est très simple. Il fait un contre-ruck, il rentre dans le ruck, mais quand on a le droit de rentrer dans le ruck par le centre du ruck, ce qu'il fait parfaitement, on n'a pas le droit de jouer le ballon au pied, ni à la main d'ailleurs, on doit passer au-dessus et qu'il soit jouable derrière. Or, il tape dans le ballon et il le joue pour lui-même. Donc il n'y a pas en avant parce qu'il le fait au pied, mais l'action du contre-ruck, elle consiste à passer au-dessus du ballon pour le rendre jouable derrière, ce que malheureusement il n'a pas fait. C'est dommage parce que le contre-ruck était magnifique, la course est magnifique parce que qu'est-ce qu'on aime Macalou voir courir. Et putain, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'un jour, là, sur un match important, en quart demi-finale, en demi-finale ou je sais pas quoi, il va nous gratifier d'une belle course comme ça sur une action play qui va retourner le truc, quoi. Ce serait tellement mérité pour lui, et c'est un tel joueur quand il fait ça, c'est quand même un atout qu'on a dans notre manche, et j'espère qu'on va arriver à s'en servir. C'était ma petite note positive, les gars. Et c'est marrant parce que je voulais finir sur la même note positive, si on peut dire comme ça, à savoir en la personne de notre troisième ligne L, ou notre ailier troisième ligne, un petit peu de tout. Bon, pour moi, c'est un peu plus chauvin, hein, c'est parce que c'est le seul Parisien présent dans ce staff. Mais ceux qui ont écouté le podcast la semaine dernière, moi, je pense qu'après ce match, il a gagné. C'est un des rares à avoir
gagner des points en tout cas. Et à ce rythme-là, il y a de fortes chances pour que si on arrive en finale, il joue et que je dussé porter un slip rose lors de mon plongeon dans la Seine. On attend tellement de voir ça. Ouais. D'ailleurs, joli petit retour de Jelance. On est content de l'avoir sur l'équipe. Donc, ça fait du bien. Complètement. Et ceux qui nous suivent sur Instagram ont remarqué aussi que notre compte a liké la conférence de presse du capitaine uruguayen, après le match, qui s'étonnait d'avoir beaucoup de journalistes face à lui en disant que lors de sa première conférence de presse, il y avait personne. Alors, honnêtement, je suis à fond derrière les Uruguayens. Ils ont sorti un match formidable et tout. Mais il faut qu'ils mettent un peu la clim, quoi. Parce que le mec, il nous explique, en fait, que quand il n'était pas connu, il y avait personne. Et là, comme par hasard, après un fait de gloire, il y a du monde qui vient. Bah ouais, mon pote, en fait, c'est la logique de tout. Enfin, tu attires l'attention une fois que tu as prouvé ta force. Et ils l'ont fait. Et de quelle manière? Brillamment, hein. Il y a rien à dire là-dessus. Mais qu'il fasse un peu le mec chaud. Genre, ah, bah là, vous venez maintenant. Bah ouais, maintenant que vous avez fait bouger une des premières nations mondiales, oui, ça attire plus de monde que quand vous étiez dans l'anonymat. Moi, j'ai bien aimé quand même. Oui, non, mais c'était juste ma petite idée dessus, mais c'est absolument pas du sub, hein, parce que ça ne retire rien à leur prestation, c'est sûr. Et pour finir quand même sur une note un peu, parce que là vous nous écoutez derrière nos micros, on essaie de replonger dedans, il y a nos émotions et tout, mais peut-être pour replonger un peu dans l'ambiance d'un stade, je vais vous emmener à Lille en fait. Enfin moi pas exactement, c'est mes copains, c'est Ludo de Gris, Mekatouf, c'est Pom Pom qui vont vous emmener à Lille en vous expliquant leur impression après avoir eu notre analyse. Vous aurez leur impression d'après-match dans l'ambiance de stade direct, c'est parti. Salut Charlie, salut le pack de potes. Bon, on est à Lille. Je t'avoue, c'était pas le match de l'année, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que t'en as pensé, gros Louton? Ouais, déçu pour l'essai de Sekou qui pour moi il est 100%. Et sinon déçu pour Jelon qui sort vite alors qu'il revient de blessure. Et 15 de France, tu l'as trouvé comment par rapport à la semaine dernière? Franchement, ersatz de cette d'équipe de France. Ouais, je suis avec Johan aussi. Qu'est-ce que t'as pensé du match? C'était ton premier match de la Coupe du Monde? Ouais, c'était mon premier match. Franchement, j'ai pas vu le meilleur. Beaucoup déçu. Et petite mention spéciale quand même à Anthony Jelon. Franchement, beau retour. Après 5-6 mois d'arrêt, franchement, respect à lui et il a donné quand même. Et tu penses que Fabien Galtier il a changé trop de joueurs par rapport à la semaine dernière? Non, je pense qu'il a fait tourner. En même temps, vu l'équipe qu'il y avait ce soir, c'était normal. Mais après, je pense que les mecs qui ont tourné, ils n'ont pas fait le taf. Bon Charlie, je t'avoue, c'était compliqué ce soir. L'équipe de France, elle était pas vraiment au niveau. Les supporters, ils se sont un petit peu embêtés. Pom Pom, il a une petite mention spéciale pour Jaminet qu'il avait mis en triple buteur sur son... Ouais, je dois reconnaître, Jaminet, il m'a mis des points ce soir, ça fait plaisir. Allez, salut Charlie, à la prochaine, bisous. Pack de potes, terrain 10. Et n'oubliez pas, si certains d'entre vous parmi nos packs vont voir ce match et que vous voulez nous raconter vos aventures et vos impressions comme l'ont fait Pom Pom et ses copains, n'hésitez pas à nous laisser un petit vocal sur Instagram. Et si c'est trop pour vous, un petit like, une petite recommandation, un petit partage sur Twitter, Facebook, tout ça, ça nous fait grand plaisir. On a envie d'avoir vos impressions, vocales ou écrites. Allez, vendredi soir, c'est le Nouvelle-Zélande, Namibie. Et bah, moi, je suis sorti avec ma femme pour voir un concert de jazz. Bon, rien à voir ici, juste beaucoup d'essais par des arrières et un horrible cheville cassée par un pauvre joueur de Namibie. Le jeune neuf Cam Roigard. C'est pas mal comme nom, je pense que c'est le deuxième meilleur nom de Coupe du Monde. Il marque 2 essais en 7 minutes et voilà, le 10 McKenzie qui était en forme aussi, il fait un doublé. Ils ont quand même laissé le pilier de Groot marqué avant qu'il va prendre un carton rouge. Carton rouge, ce qui va dire il va rater au moins 2 ou 3 matchs, 3 je pense, et les All Blacks sont déjà assez légers dans le poste de pilier. Le score final, 71-3. Oui, un score à la britannique contre équipe faible. Voilà, le score c'est 70, c'est le tarif. Tarif réglementaire contre les Blacks dans ce genre de confrontation. Surtout des Blacks qui avaient perdu leur match inaugural. Donc, il y avait pas photo, il y avait pas d'autre scénario possible que la grande lessive. Voilà, moi je peux pas m'empêcher d'avoir toujours un petit peu mal au casque pour ces joueurs-là. Je note juste que, effectivement, le centre qui s'est gravement blessé à la cheville, les Blacks ont eu quand même l'élégance d'aller le voir à l'hôpital, ils lui ont fait un maillot floqué à son numéro. Bon, donc on te roule dessus, mais on est sympa quand même. Au-delà de la blague, je trouve que c'est assez chouette. C'est des valeurs quand même qu'on aime voir de camaraderie. Bon, je sais pas si ça le consolera beaucoup, mais sûrement un peu quand même. Ouais, moi ça m'a fait marrer parce que oui, c'est un beau geste et clairement, bon, les Blacks étant ce qu'ils sont,
Un maillot signé de eux, ça vaut ce que ça vaut, il y a aucun doute là-dessus. Mais moi, je me suis imaginé, tu sais, tu te retrouves à l'hosto à cause de l'équipe adverse, et les mecs, ils t'offrent un maillot dédicacé de eux. Mais je m'en fous, enfin, vous êtes les méchants. Voilà, ça m'a fait rire d'imaginer ça dans un, pour un combat régional ou un truc comme ça. Mais j'en reviens à ce que tu disais sur l'écart de score, et c'est vrai, c'est un tarif qu'on voit face à de tels écarts de niveau. Et c'est un sujet qui revient régulièrement, où on se demande pour le pourquoi de ces matchs, en fait, que ça paraît un peu des matchs à sens unique, mais je trouve, moi, que cette Coupe du Monde, s'il y a quelque chose qui se dessine pour l'instant de ce qui se passe de ces 2 premières journées de rencontres de poule, c'est que et j'ai vraiment l'impression que on est en train d'assister à la fin de cette hégémonie un peu qu'il y avait tout le temps connu. Il existe encore ces matchs-là, comme ce All Black Namibie, où ça va que dans un sens, mais l'Uruguay, les Fidji, la Géorgie aussi, le Portugal, le machin. Enfin, il y a quand même ces équipes qu'on annonçait étriées, ont augmenté leur niveau, et la Coupe du Monde commence à trouver une certaine hégémonie, je trouve. Évidemment, il y a encore des différences énormes, mais globalement, je pense qu'il faut que tu dises une certaine homogénéité. Si je peux me permettre. Tu peux. Tant pis, au moins, voilà, moi aussi, il n'y a pas que toi, Ticket, qui apprend des mots pendant ça. Voilà. Mais du coup, voilà, je trouve que la Coupe du Monde évolue vers le bien, parce que les équipes tendent aller vers plus d'égalité. Ça va changer, ça va prendre encore un peu de temps, mais j'ai l'impression qu'on assiste au virage. C'est sûr que 82-8 pour les Roumains. Allez, on y va samedi. Le premier match, c'est Chili-Samoa. Et il ne faut pas oublier que notre invité Miguel Fernandez nous a posé des questions, mais c'est qui a la meilleure AK? Je pense que Samoa, c'est pas mal non plus. Allez, premier match pour Samoa contre Chili, qu'ils ont fait face à Japon, contre Japon, je veux dire, pendant 70 minutes quand même, le dernier match. Fernandez en 10, qui fait un fin de passe bien vendu, gros percé, et ça va finir avec un essai à 6 minutes. Ce n'est pas moi qui va dire à l'équipe de Chili que c'est une petite équipe, parce que même les arrières sont plus de 1,91 m et 100 kg. Le 10 rouge me semble bon en défense aussi, mais peut-être il va être fatigué bientôt. Oh no, carton jaune pour Setoni, c'est pas bien pour le Samoa. Quand même, Samoa se remet dans le match grâce à des erreurs des Condors, 9-7. Et voilà, première CS sur le canapé pendant ce Coupe du Monde, quand je me reviens tout doucement. Le Samoa, ils ont déjà le match en main, 29-10. Match très ouvert avec beaucoup de joli rugby pour un public qui apprécie vraiment. Agréable après-midi pour tout le monde. Ils en changent des cartons jaunes les moins offensifs que j'ai jamais vus. Et aussi un carton jaune pour le 18 rouge. Je sais pas pourquoi, peut-être pour son coupe de cheveux, que je peux que nommer un anti-Ronaldo. Allez, petit essai de plus pour Samoa. À la fin, c'est 43-10. Ouais, je te rejoins Thierry, sur le fait que c'était un match extrêmement plaisant. Le score est un petit peu large en faveur des Samoa, parce que les Chiliens ont été loin d'être ridicules. Et franchement, on voyait que dans le stade, il y avait une ambiance de folie. Je pense que les Chiliens, même s'ils ont perdu, étaient super contents d'être là. Ils avaient beaucoup de supporters aussi dans le public. C'est vraiment les matchs de Coupe du Monde comme on aime. C'était top. Allez, on passe à Pays de Galles-Portugal. Pays de Galles, c'est pas le grande équipe des Red Dragons qui joue déguisé dans un maillot de Stade Rochelet. Et quand même, quelques maîtres qui s'appellent Williams. Il y a le 9 Thomas, il y a le 8 Faloteo, il y a le Reese Lightning Zamet en 14 et Mr. Lee Halfpenny, le Mr. Domisu lui-même. Jolis hymnes nationaux, ça pleure côté Portugal. Deuxième rencontre entre ces deux équipes. La première attaque des Gallois est étouffée par les Portugais, qui ont de feu dans la jambe, comme il dit notre cher Théo. Pénalité ratée pour les Portugais, mais les premières 8 minutes, c'est eux qui crèvent l'écran. Luis Zamet va nous freiner tout ça avec un essai individuel. Les Verts en blanc ne baissent pas les bras. Le 15 est très bon et le casque rouge du 7, il est partout. Grosse percée pour ces deux-là, ça va presque passer. Ça joue au rugby. Beaucoup à la main, on contre-attaque tout et c'est un régal total. Portugal qui va à 100 à l'heure, les Gallois qui essaient de temporiser un peu. Première grosse erreur pour les Gallois, carton jaune. C'est comme un match de ping-pong, ça va dans tous les sens. Grosse 50-22 pour Portugal. Ils sont sur les 2 mètres des Gallois, mais la défense des Dragons tient bien. Et ils vont marquer un autre essai juste avant la mi-temps, 14-3. 21-3 à 60 minutes et jolie touche et essai par le numéro 7 portugais Martins. 21-8, mais carton jaune pour un flying dropkick au visage d'un Gallois. Par accident, bien sûr. Ça va finir 28-8 le final, mais les Portugais, ils ont fait plaisir.
Oui, d'abord, je voudrais dire que ça fait longtemps qu'on leur a pas fait un petit clin d'œil, mais on a des auditeurs à Lisbonne, je tiens à le rappeler quand même. Donc, d'abord, on les embrasse. Et ils ont évidemment regardé ce match, et je pense que tous les spectateurs portugais, faut pas oublier que c'est quand même pas un grand sport au Portugal, le rugby. Le Portugal, c'est quand même avant tout une terre de foot, et le rugby, c'est un sport un peu secondaire là-bas. Mais franchement, tenir tête au Pays de Galles, même si c'était un peu l'équipe B, faire le match qu'ils ont fait, marquer un essai qui était canon, celui de Martins après une super combinaison sur touche, un moment plus fort de la domination territoriale qu'ils ont eu à plusieurs reprises en deuxième mi-temps. C'était magnifique. Je pense qu'ils peuvent être vraiment très très fiers de leur équipe. C'est une équipe dans laquelle il y a pas mal de Français entre guillemets, hein, c'est-à-dire un des joueurs qui joue dans le championnat de France, deux des Français issus de l'immigration portugaise qui font valoir leurs grands-parents portugais pour aller jouer pour cette équipe. Du coup, il y avait dans le stade aussi plein de Portugais de France. Il y avait une ambiance de feu, et eux, je pense que 28-8, ils auraient signé des deux mains si on leur avait donné ce score-là contre le Pays de Galles. Ils étaient super fiers d'eux, super heureux. Là encore, un peu comme Samoa-Chili, très très belle satisfaction de match de Coupe du Monde qui coche toutes les cases. Voilà, c'est gagné pour l'équipe qui domine, ok, mais quel plaisir pour la soi-disant petite équipe qui y croit quelquefois dans le match. Donc très très loin des scores fleuves, quoi. Donc ça, c'est génial. Je te rejoins, c'est un match de Coupe du Monde. Voilà, on s'enflamme pour une équipe. Je suis très content. Pareil, j'avais ramené un peu la troupe de ceux qu'on doit initier au rugby, dont une amie d'origine portugaise à qui j'ai pu apprendre l'expression de caravane au rugby grâce à justement il y a une échappée du 7 là, Nicolas Martins, qui a pas fini à l'essai. C'était beau, mais il a vraiment une course comme s'il traînait une caravane. Parce qu'il a vite été rattrapé. Ah oui, ça aurait fait rattraper par la vitre. Ouais. Donc j'ai pu expliquer ce concept. C'était cool. Il y a eu un peu de vocabulaire rugby à apprendre et tout. C'était pas mal. Moi, je pense que si au début ils ont pleuré sur les hymnes, c'est parce elles étaient plus en canon. Donc le Portugal n'a pas eu la chance de voir son hymne chanté. Ils ont pleuré de joie, peut-être. Ah, peut-être de joie. C'était peut-être de la joie. C'était peut-être de la joie. En effet. Mais tu le disais, Théo, c'est quand même une équipe qui a la moitié de son effectif qui est amateur, en fait, qui est pas payé. Donc dans un sport qui est devenu aussi professionnel que le rugby, c'est clairement un exploit ce qu'ils ont fait, et ça a été très très beau. Le stade était franchement très beau. Il y a juste un petit truc un peu dommage, c'est que Riz Zamit sur son essai s'est fait huer après avoir fait la célébration de Ronaldo. Je pense vraiment que c'était beaucoup plus un hommage qu'une provocation. Mais bon, apparemment les Portugais du stade n'ont pas aimé ça. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup plu, et justement ça rentre dans cette idée de Coupe du Monde que tu décris un peu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de cet essai, sur cette superbe touche d'ailleurs, juste avant, donc il y a le talonneur Mike Tadger qui joue à Perpignan, qui vient de Massy quand même, qui nettoie son petit ballon avant de le lancer en touche comme ça, et en le nettoyant il se dirige vers le bord terrain, donc il se retrouve face au public qui est en train de chanter Portugal, Portugal, et il a un sourire. Je vous invite à vraiment le regarder, mais c'est le mec qui sait que c'est un moment à savourer. Il regarde le public comme ça et il a un smile, mais genre ok, je prends, et derrière en plus il fait un lancer qui arrive à l'essai. Donc c'était une vraie régalade, quoi. Je finirais quand même juste sur une petite dédicace au neuf que j'ai trouvé très très bon, d'ailleurs ovationné aussi à sa sortie. Marquez, très très bon. C'est le genre de neuf qui aime le chocolat, ceux qui s'envoient pas mal au plaquage, quoi. C'est pas les neufs qui se cachent derrière leur pack, et je l'ai beaucoup aimé. Bah, tu devais être payé, comme tu es diplomate pour le rugby, c'est super bien. Allez, on passe au dernier match de la journée, en fait. Donc, Irlande contre Tonga. Irlande, ils vont sortir quand même de grosses équipes encore, et on sait comment ça va finir. Mais ils ont quand même la grâce pour laisser un deuxième ligne ouvrir le score. Grosse soirée pour Aki, qui fait un doublé et qui était partout. Sexton aussi, qui est devenu le meilleur marqueur pour Irlande. Tout le monde danse à Nantes, c'est 59-16 pour Irlande. Pas pour vous faire peur, les garçons, mais c'est quand même 70 points en moyenne par match pour les Irlandais. Ouais, bah les Irlandais clairement continuent leur tour de peur, leur tour de la peur. Leur tour de peur, ils effraient tout le monde à juste titre, hein. C'est vrai que ça s'apparente un peu à un train fantôme, un truc qui, pas partout où il passe, l'herbe pousse pas. On se dit ça va s'arrêter à combien? Il faut qu'on regarde bien cette confrontation contre les Sudaf. Je pense qu'elle va être vraiment extrêmement intéressante, et honnêtement, en quart de finale, quelle que soit l'équipe des deux contre laquelle on joue,
c'est quand même gros temps. Donc, je pense qu'on n'en mènera pas large avant le quart de finale. Je compte beaucoup sur le staff qui a évidemment coché, quelle que soit l'affiche du quart de finale, ils savent que c'est l'enfer, parce que c'est soit les verts clairs, soit les verts foncés, mais dans les deux cas, c'est plein la tronche. Donc, je veux dire au niveau de l'engagement physique, pas forcément des points. Donc, voilà, on monte tranquillement en pression vers cette échéance-là, et on a juste la pétoche pour d'ailleurs l'équipe qui restera sur le quai à l'issue de ce quart de finale, parce que ce sera affreux pour les Français, et nous on est Français si c'est nous qui restons, mais ce sera aussi affreux pour les Sudaf ou affreux pour les Irlandais, avec ce que ces deux équipes montrent. Donc ça va être un peu une finale avant l'heure, ce quart de finale, comme il y avait eu, on s'en souvient, un certain Angleterre-Nouvelle-Zélande en 2019, qui avait été vraiment un match de légende et qui était la finale avant l'heure. Donc là, ça va être en quart, on sera dedans, normalement. C'est chaud. Ouais, c'est très très chaud et ça va arriver tôt. C'est ça qui est triste. On en parlait un peu avant la Coupe du Monde sur cette configuration des deux tableaux, un peu A et B et C et D. Ça va arriver tôt, ça va être électrique très tôt, mais ma foi, on va se régaler quand même. Il y a quand même à signaler sur ce match que Sexton passe meilleur réalisateur historiquement de l'équipe d'Irlande devant O'Gara, en marquant ses points, en mettant un essai comme un minot. Le mec, il a tout fait, il a tout marqué. Il met un essai, on dirait, il est heureux comme un enfant, quoi. Il retrouve un sourire d'enfant. Peut-être que ce retour en enfance est dû aux nombreux chocs à la tête qu'il a reçus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était beau à voir, c'était très mignon. Juste un petit truc, moi, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour cette Coupe du Monde? Il y a beaucoup de Marseillaises qui ont grisonné dans ce stade. Les Marseillaises résonnent de partout. Alors, Trillo a dit pendant celle-là qu'il y a pas que des étrangers dans le stade, parce qu'il doit y avoir des Français et tout. Moi, je soupçonne les Irlandais d'être assez chambreurs pour être capable de chanter des Marseillaises partout dans la France, parce que les fans irlandais, on les connaît. Mais si c'est pas le cas, si vraiment c'est des Français qui partout, à toute occasion, chantent des trucs, ça va être les Vuvuzela de 2023, hein. Je pense que ça va être l'équivalent des... Je pense que tu les confonds avec des Anglais. Allez, on va passer Afrique du Sud contre Roumanie. Allez, 4 essais en 11 minutes. Ils ont déjà le point bonus. Je pense que Roumanie, quand même, ils ont le plus gros botteur du monde. Il est quand même assez massif, le mec. Moi, personnellement, j'étais inspiré par les Sudaf. Et bon, j'ai arrêté de regarder le match. Je suis allé faire une petite balade de dimanche. Le match a fini à 76-0. Ouais, c'est ce 0 qui est terrible. Les Roumains qui sont valeureux, qui font ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai vu un petit reportage sur le fils de Roméo Gontineac, qui était un joueur d'Aurillac contre qui j'ai joué moi. Alors, c'était un gars qui avait une longévité assez incroyable, qui se pétait jamais, qui faisait 30 matchs par saison, qui jouait au centre. Et à un moment, quand j'ai vu les compos, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est quand même pas lui. Non, quand même pas. Non, c'était son fils. Mais voilà, je me dis, tu donnes tout, tu prends du temps pour aller faire une Coupe du Monde, etc. Et puis tu prends 80 grains, 76 grains. Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, honnêtement, ça interroge, parce que là, c'est forcément un peu humiliant. T'as beau être content, autant tu sors. Bon, même les Tonga, si l'addition a été un petit peu serrée, mais t'es Chilien, tu sors à 43-10, t'es Uruguayen, tu sors à 27-12, t'as fait le match de ta vie, t'es Portugais, tu sors à 28-8. Il y a rien à dire. Il y a un écart entre les nations, et puis c'est tout. Mais là, 76-0, t'as l'impression qu'en fait, les matchs devraient pas tout à fait avoir lieu. Et je trouve que c'est difficile, ouais. Difficile de trouver ça cool. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu l'impression de, tu sais, t'as envie de dire, mais arrêtez, vous voyez bien qu'il bouge plus, arrêtez de lui donner des coups. Mais je pense que c'est un peu une bagarre à distance entre les mastodontes que sont l'Irlande et l'Afrique du Sud, et chacun a pris sa petite victime et la tabasse en regardant l'autre, en disant, tu vois ce qui t'attend. Et puis les Britanniques, même si on peut pas dire que les Sud-Africains sont complètement des Britanniques, parce qu'ils ont une culture qui est plus mêlée que ça, les Britanniques, que sont en tout cas les Néo-Z, les Anglais, etc., eux, ils vont te dire, ouais, mais respecter l'adversaire, c'est aller à fond, quoi. C'est-à-dire, c'est pas avoir envie qu'il marque un petit essai pour être sympa, ce qu'on aurait, nous, vaguement envie de faire, faut être honnête. Eux, c'est, non, tu donnes tout, parce que la confrontation, elle se justifie uniquement si tu les respectes complètement et que tu donnes le meilleur de toi-même contre eux, quitte à leur foutre sans grain. Donc, c'est ça qui est difficile.
Et c'est cet élément de culture, effectivement, britannique qui aggrave un peu toujours. Et on le voit très bien. Ces scores-là sont toujours passés par des équipes du Commonwealth, quoi. Donc, je m'interroge un peu et j'ai envie de dire de temps en temps, les British, mais arrêtez, levez le pied, calmez-vous, quoi, c'est pas là, on a compris que vous alliez gagner, c'est bon, le point de bonus, t'es à 12 essais, là, ça va. Oui, en fait, il y a un petit, pas polémique, mais je pense que l'ancien coach, en fait, on se pose des questions parce qu'ils étaient plutôt pas mal quand ils étaient sous les coachs anglais, qui s'appelaient Andy Robinson. Ils ont quand même fait face contre, on va dire, ils ont battu l'Uruguay, par exemple, ils ont battu Tonga. Ils ont fait face plus ou moins contre l'Argentine et que 7 points derrière, en fait, il y a pas si longtemps. Donc, ils ont battu Chili, par exemple, aussi. Donc voilà, c'est un peu étonnant de le voir d'un coup sans aucun arme ici dans ce Coupe du Monde. Allez, on va passer quand même à le match le plus captivant de ce week-end, je trouve. C'est Australie contre Fidji. Fidji commence avec 2 plaquages hauts et donc 3-0 pour les Wallabies. Pas de jeu de pied pour les hommes des îles. Ils font des longues passes extérieures, essaient de sortir à pied, à ballon en main. Les Wallabies, par contre, eux, c'est l'opposé. C'est 2 courses et chandelles. 3-3 à 15 minutes. Radradra en grand vadrouille. Mais chaque fois que les Flying Fijians remontent le terrain, il y a une petite erreur de justesse. Ils ont l'air de mettre la main sur le match, mais le deuxième ligne Wallaby Arnold pique un ballon, même s'il est allongé comme dans un transat. Grosse 50-22, c'est joué vite et essai validé. Première fois, je pense que j'ai vu un essai comme ça. 8-6 pour Australie. Et ça devient 9-8 pour Fidji. Australie revient à la charge, mais Botia, il stoppe tout ça. Grosse maul pour Fidji qui force la faute. 12-8 pour Fidji maintenant. Pour info, Maui, c'est une île en Hawaï, aux States. C'est aussi une montagne d'un homme sur l'équipe de Fidji en tant que pilier et il aime plaquer et déblayer. Quelques opportunités pour Fidji pour la fin de mi-temps, mais pas réussi. Deuxième mi-temps, ça démarre avec un rebond favorable pour le 12, Tuisova. Ça va marquer 19-8 pour Fidji. Les Australiens font des fautes. Fidji aime être flashy, mais il faut rester réaliste et finir le match. 2 Fidjiens un peu KO vers 57 minutes. On va dire au revoir à Botia. Fidji plaque et gratte à répétition. Gros match de Tuisova à ce niveau-là. 15 minutes à jouer, 22-8 pour Fidji, 14 points d'avance, mais les Wallabies réduisent ça tout de suite avec un essai. 22-15, 11 minutes à jouer. Il faut que ça tienne, mais Fidji, ils sont fatigués, ils perdent 2 touches à la suite. Les Wallabies frappent sur la porte et Radradra va gratter le ballon. Et encore un autre touche perdue, ils ont plus de jus. Gros jeu de pied pour trouver la faille et Fidji va gagner l'échange. À 3 minutes, le stade chante Fidji. C'est la dernière chance pour l'Australie et Fidji va gagner le mêlée pour finir un gros match. Dommage pour la pénalité qui était ratée à la fin, mais bravo pour ce match historique. Ouais, historique, tu l'as dit, complètement historique. Après, c'est vrai qu'on a un peu décrit ce match comme le underdog qui triomphe de celui qui devait gagner, quoi. Clairement, ils l'ont prouvé là. Il y avait déjà quand même pas mal d'indices contre le Pays de Galles. Il y avait beaucoup d'indices contre l'Angleterre en match de préparation. C'est pas tant des underdogs, en fait. Je pense que c'est des underrated, les Fidji. Beaucoup plus que ça. Leur ligne de 3/4, franchement, sur papier, je pense que n'importe quel adversaire les voit débarquer. Ils doivent trembler un peu des jambes, pour rester polis. Pour moi, le Fidji arrive à un niveau vers lequel il devait aller, vers lequel il arrivait depuis quelques temps quand même, et on est très content de enfin les voir. Il suffit de les voir à la fin du match au coup de sifflet final, comme l'explosion de joie que c'est. Je pense qu'ils arrivent vraiment à la reconnaissance qu'ils méritent, quoi. Et quand je parlais tout à l'heure de ces différences qui s'atténuent en Coupe du Monde, il y a encore quelques temps, les Fidji, c'était le sparring partner idéal parce qu'il envoyait du beau jeu et on l'aimait bien parce qu'il faisait quand même soulever les stades, mais il nous mettait pas trop en danger. Là, ils sont craints et à juste titre. Et la semaine dernière, j'évoquais leur capitaine, Vaisea, qui on l'a connu gamin, enfin un peu enfant, quoi, en top 14. Le voilà vraiment papa d'une équipe qui est une machine de guerre. Et je pense aussi que c'est pas mal dû à leur coach, Simon Raiva, lui, qui lui aussi est passé par le Stade Français, donc il va bien y avoir un truc. Et par le Racing. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, ce petit détail. Quand même. Je pense que ce match, c'est vraiment un match, c'est le match qu'il fallait voir depuis le début de cette Coupe du Monde. Les Fidjiens, on l'a dit, sont passés à un souffle de battre les Gallois, donc ils pourraient être largement devant
S'ils avaient eu un peu de chance, si Radradra n'avait pas laissé tomber ce dernier ballon contre les Gallois, ils seraient à 2 victoires contre les 2 grosses équipes. Et ce serait absolument pas volé. Ils ont fait un match remarquable. C'est-à-dire que c'est fini de dire les Fidjiens, ils ont du talent, mais ils sont indisciplinés. Ils ont du talent, mais collectivement, ça tient pas. Dès qu'ils sont un petit peu en difficulté, ils n'arrivent pas à avoir les ressources mentales et collectives pour... C'est terminé. Ils ont montré qu'ils avaient une force collective énorme. Ils ont fait 7 fautes, 7 pénalités quand l'Australie en a eu 17. C'est-à-dire qu'ils ont fait complètement déjouer les Australiens. Ils ont, comme tu dis, une ligne de 3/4, mais Naya Salevu, Tuisova au centre, mais c'est probablement la meilleure paire de centres du monde, en fait. Ah ouais. Tous les deux, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux de vitesse, de puissance, de justesse technique. Ils sont absolument énormes. Et je crois que cette équipe-là peut soulever des montagnes. Je vais pas dire ils vont être champions du monde, mais je pense qu'ils n'ont pas fini de nous surprendre parce que c'est la première fois qu'ils ont une forme de plénitude où ils n'ont pas de points faibles et où ils surclassent des équipes qui leur ont marché dessus. Ça fait 70 ans qu'ils n'avaient pas battu les Australiens. Ils les surclassent à la régulière. Ils les ont pris en touche, ils les ont pris en mêlée, ils les ont pris dans le jeu complet, ils les ont pris en défense. Et honnêtement, les Australiens s'en sortent relativement bien avec ce score. Moi, j'ai adoré ce match. Depuis longtemps, et on l'a dit plein de fois dans ce podcast, combien tous les hommes, les natifs du Pacifique, que ce soit les Fidjiens, les Samoans, les Tongiens, etc., ont tellement donné à ce sport dans toutes les équipes. Il n'y a pas une grande équipe aujourd'hui qui n'a pas, à part les Sudaf, qui n'a pas, non mais c'est vrai, qui n'a pas ces Iliens, entre guillemets, quelque part à des postes clés. Nous, on en a plusieurs devant. Manu Tuilagi a fait la pluie et le beau temps en équipe d'Angleterre pendant des années. Faletao, ça fait 10 ans que c'est le taulier en équipe du Pays de Galles, etc. Si on va les chercher, si on les adopte, si on en fait des enfants de nos maillots, c'est pas par hasard, c'est que ces mecs ont quelque chose. Et là, cette équipe-là, ils ont leur destin en main parce que maintenant, il faut qu'ils jouent les Portugais et les Géorgiens. Je pense quand même qu'ils vont les battre. Enfin, je serais quand même surpris du contraire. Ça veut dire que le match Pays de Galles-Australie, ça va être un match à enjeu de folie parce qu'il y a une des 2 équipes qui va probablement passer à la trappe quand même. Donc voilà, moi je suis très très content de ce match. Mon fils a dit ouais, s'ils vont en quart de finale, j'achète le maillot. Déjà, c'est pas toi qui l'achètes, c'est moi qui vais te l'acheter, mais il faut l'acheter avant même qu'ils aillent en quart de finale. Il n'y en aura plus après. Ces mecs nous ont fait rêver et franchement, alors je me rappelle pas comment est foutu le tableau, donc s'ils vont en quart contre qui ils jouent, peut-être que Dr Thierry va nous dire ça. C'est une équipe qui peut aller en demi ou qui peut aller en finale sur ce qu'ils ont montré, je pense. Est-ce qu'ils peuvent être champions du monde? On va pas le souhaiter parce qu'on a envie que ce soit nous. Mais sur ce qu'ils ont montré là, c'est des gens qui peuvent le faire et ils ont une âme. C'est-à-dire que la victoire, ils se sont tombés dans les bras et en même temps, ce que j'aime chez ces joueurs, je suis désolé, je suis un peu long, mais c'est parce que je suis presque ému de voir ça. C'est l'humilité collective qu'ils ont après. Ce côté qu'ils ont, toutes ces équipes du Sud, tu sais, de prier ou en tout cas de se prendre très collectivement avec quelque chose un peu de transcendant en fait au travers de ces matchs de rugby où c'est pas que du sport, c'est quelque chose qui va au-delà, qui révèle leur âme de guerrier. On voit leur petit haka qui d'ailleurs est beaucoup plus mesuré que celui des All Blacks, c'est ce que j'aime beaucoup. Et franchement, ouais, ils mériteraient d'être tout en haut quoi. Alors ils sont champions olympiques de rugby à 7, c'est pas par hasard. Est-ce qu'ils peuvent être champions du monde de rugby à 15? Je vais presque dire. Tu avais dit esprit de guerrier, et franchement, quand je vois le 13 et le 12, Tuisova, et aussi tu ajoutes Botia, je dis, je suivrai à la guerre, quoi, ces 3 mecs. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Ça, tu veux battre avec eux, parce que c'est tellement fort. Moi, vous savez, je suivrai à la guerre juste le mollet de Tuisova. Je suis à la guerre. Moi, je voulais juste dire bravo à numéro 3 de Fidji et numéro 1 de Australie, Angus Bell. De 3, c'était Luke Taji. Bravo, parce qu'ils ont joué, c'est des piliers quand même, ils ont joué 72 minutes au
minimum chacun. Donc bravo pour ces deux-là. Et quelque chose qui a changé ce match par rapport à contre le Pays de Galles. En fait, Pays de Galles, il y avait beaucoup de fautes, mais ils n'ont pas profité pour faire des coups de pied. Et là, ils avaient laissé beaucoup de points d'opportunités. En fait, il y avait beaucoup d'opportunités pour kicker des pénalités. Ils n'ont pas fait. Et cette fois-ci, ils ont fait. Et c'est ça qui a changé aussi un peu le donne. Donc bravo pour cette belle équipe. Pour reprendre la question de Théo, c'est sur le pool D. Donc ils vont être contre soit Angleterre, Samoa, Japon, Argentine ou Chili. Ouais, donc il y a des chances qu'ils arrivent en demi, quoi. Ils peuvent tout à fait arriver en demi, et on a envie qu'ils soient en demi, c'est très clair. Et je terminerai en disant aussi que l'Australie a été quand même très orpheline de Will Skelton, qui était blessé, et on voit à quel point c'est un joueur exceptionnel, et quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, t'es quand même pas la même que quand il est pas là. Et ça s'est vu. Ouais, juste sur le fait qu'il soit aussi champion olympique, c'est fidjien. Vous avez dit tout à l'heure que sur ce match, ils ont prouvé partout. C'est que même dans la touche, dans les mêlées aussi, c'était fort. C'est que longtemps on les a considérés, d'où le lien avec le Seven, comme des trois quarts en fait, comme des mecs qui portaient le ballon, qui évitaient et tout. Là, leur jeu est complet, comme vous l'avez fait remarquer, à la fois en touche et sur toutes les phases de jeu, ils sont bons. Et on dit qu'on regrette un peu les points perdus face au Pays de Galles. Moi, je regrette aussi un peu l'arbitrage de l'arbitre qu'on a évoqué précédemment. Avec ces fautes répétées du Pays de Galles qui auraient peut-être mérité mieux pour les Fidji, mais enfin bon, je pense aussi qu'on va les voir en quart. Et pour finir sur une petite note rigolote, un peu tristoune, mais Eddie Jones est sorti sous les sifflets quand même de ce stade. À tort ou à raison, moi je pense que c'est quand même dommage de s'en prendre à un homme comme ça malgré ses erreurs. Il m'a quand même fait marrer parce qu'en conférence de presse, quand on lui a parlé de ses sifflets, il dit mais je méritais pire, mais je méritais qu'on m'envoie des croissants et des baguettes. Bravo. Donc, bien dit. On peut compter sur lui pour faire le show. Oui, donc on est vraiment derrière cette équipe, on espère qu'il gagne. Mais juste un tout petit attention, il reste 2 matchs quand même pour Fidji, c'est contre Géorgie et pour Portugal. Donc j'espère qu'ils ont encore un peu d'énergie et un peu de bon pour être capable de sortir contre ces 2 autres équipes sans trop de blessures et qu'on les voit au moins dans les playoffs. Allez, dernier match du soirée et du week-end, c'est l'Angleterre contre le Japon. Et ça va être un match très très équilibré au début. 23 minutes, Japon est en tête 6-3, mais ils perdent un touche dans leurs 5 mètres. Et les Anglais, ils sont quand même très bornés et réalistes. Et donc, ils vont marquer l'essai qui était donné et ça passe devant. Difficile pour les Anglais de faire plus, c'est 13-9 pour le mi-temps et ça devient 13-12 à 55 minutes. Ça fait penser un petit peu à notre match à nous. Et voilà, a bit of luck pour the English. En avant par la tête de Joe Zidane Marler, mais la tête n'est pas en avant, donc l'essai est validé. Ça donne aux Anglais de la confiance. Et 10 minutes plus tard, George Ford, il va faire une action de classe, de business class, j'ai entendu, avec un passe au pied pour le grand arrière Stewart. Très sympa tout ça. Genge va marquer le dernier essai de bonus à 80 minutes. Le match y finit, l'Angleterre en tête 34-12. Ce match nous a pas aidé à aimer nos amis anglais. Je les ai trouvés. Moi j'avais mis, si vous vous souvenez, la semaine dernière, une petite pièce sur le Japon. Plus, c'est vrai qu'ils ont dernièrement moins montré que les exploits auxquels ils nous ont habitués depuis 2015 et en 2019. Mais j'avais quand même envie d'y croire. Pour le Japon, l'Angleterre redevient l'Angleterre, oui. C'est-à-dire froide et mécanique, c'est-à-dire qui gagne sans soulever les cœurs et les foules, quoi, mais très pragmatique finalement et très british, très anglaise, voilà. Donc juste pour le petit coup du Marler et du Zidane, je sais pas si t'avais vu, mais en fait il s'est fait attraper Marler en sortant du stade par un journaliste. T'avais vu ça, qui lui dit ouais, qu'il appelle Zidane, et Marler qui nous rappelle très justement, il fait non, Zidane avec sa tête il tapait les gens, moi je tape que les balles. Donc, le problème de cette équipe du Japon, qui avait créé effectivement plusieurs surprises dans les dernières Coupes du Monde, c'est que maintenant on les voit venir. On sait que c'est pas une équipe de fond de tableau, c'est une équipe qui peut créer des surprises. Je rappelle qu'ils avaient battu les Sud-Africains à la Coupe du Monde de 2015, ce qui était quand même pas rien. Donc maintenant, les équipes qui jouent contre le Japon se méfient, connaissent très bien leurs points forts. Ce sont des joueurs qui ont une vraie rapidité d'exécution dans les plans de jeu et une très belle qualité technique, qui souffrent un peu de la profondeur de banc et de la dimension physique.
Et les Anglais, ils ont fait du sale, c'est-à-dire ils se sont dit, il faut leur rentrer dedans devant, les écrabouiller autant que possible, et puis ça doit passer à l'ancienne, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, malheureusement pour les Japonais, les Anglais ont fait ce qu'ils savent faire, et on voit avancer ces Anglais tranquillement vers les quarts de finale, l'air de pas y toucher, mais il faudrait peut-être faire gaffe quand même. Je trouve c'est une équipe d'Angleterre qui sont peut-être un peu chansons, mais aussi franchement ils sont en forme physiquement, on va dire. Peut-être c'est pas un joli jeu, mais ils sont là, ils sont présents. La semaine dernière, ils étaient à 14 et ils ont bien géré pendant très longtemps. Oui, et puis ils ont ce qu'ont toutes les équipes qui ont été enterrées 6 mois avant dans ce genre de compétition. Ils ont absolument rien à perdre. Ils se sont fait traiter de tous les noms depuis 6 mois. T'as raison. Ils ont perdu contre les Fidjiens en match préparatoire au mois d'août. Ils ont pris 50 grains à Twickenham contre nous au mois de mars. Donc, de toute façon, s'ils perdent, tout le monde dira « on vous l'avait bien dit, bande de tâches ». Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent « attendez, nous, on reste dans notre bulle, les gars. Vous inquiétez pas, vous allez voir qui on est. » Je dis juste attention. Ouais. C'est quand même un très bon défense. Ils ont un essai contre eux en 2 matchs et en moyenne, c'est 6,5 fautes par match. Donc voilà, c'est une équipe d'Angleterre réaliste. Oui, c'est réaliste. Et puis, c'est des stats qui parlent. Hein. 6,5 pénalités par match. Quand tu vois les Australiens, 17. Les Français, combien là contre les Uruguayens ? 74. 70. Non mais... les grandes équipes font peu de fautes. Les équipes championnes du monde ont souvent le ratio le plus bas de pénalités de la Coupe du Monde. Donc, il faut faire très attention et pas oublier les bases au rugby. Les Anglais les oublient jamais. Il faut jamais. ajouter cette stat de faute sur le Pinard test. Donc rapidement les gars, sur le pool C, il y a quand même Pays de Galles qui a gagné 2 matchs, Fidji qui a gagné 1 et Australie qui a gagné 1. Mais pool D, même chose, Angleterre qui a gagné 2 matchs, Samoa qui ont gagné 1, Japon qui a gagné 1, l'Argentine 0 et Chili 0. Allez, si on part des matchs qui va suivre, moi je vais dire le match rapidement, à vous de me dire qui va gagner. On y va ? Let's go. Italie-Uruguay. Italie. Argentine-Samoa. Ah bah, je pense que les Argentins vont gagner. S'ils arrivent à se contrôler un petit peu, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné, et ils avaient des ambitions dans cette Coupe du Monde, donc il serait temps de les montrer. Mais ça va être dur, parce que les Samoas sont des sacrés joueurs physiques, donc je pense qu'il va y avoir du petit bois quand même là. Géorgie-Portugal. Ah, je l'attends beaucoup celui-là. Je pense que les Portugais ont prouvé qu'ils ont les moyens de ne pas subir autant qu'en tour de destination B, et je mets une petite pièce sur le Portugal. Ouais, grosse cote quand même. Ouais. Angleterre-Chili. Angleterre. Afrique du Sud, Irlande, mon cher Charlie. Je pense que tu vas être là dans le stade. Je mets une pièce sur l'Irlande, qui jouera à 16. Avec le 16e homme, je pense qu'ils seront plus supportés, et je descends bien. Écosse-Tonga. Les Écossais, je pense, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que les Tongiens, c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. C'est un peu une sorte d'équipe des Fidji. Il y a que 100 000 habitants au Tonga. Faut se rappeler ce que c'est que d'être une équipe à la Coupe du Monde pour un pays aussi petit, et ce que ça veut dire du talent qu'il y a en proportion de cette population. Malheureusement, je pense que l'Écosse va les battre. Tonga is the new Fiji. Pays de Galles, Australie. Le match des splendeurs passées. Je vais mettre, une petite pièce sur l'Australie, parce que les Gallois n'ont pas montré grand-chose, et l'Australie non plus, mais elle aura plus faim. Et bien sûr, le dernier match, France-Namibie. La question, en fait, c'est est-ce qu'on va marquer plus de points que Italie, 52, ou est-ce qu'on va marquer plus de points que Nouvelle-Zélande, qui ont marqué 71 ? Pile au milieu. Ouais, si on veut se rassurer et effacer cette déception uruguayenne, malheureusement, il faut que les Namibiens en prennent 60. Ouais. Je pense qu'en dessous de 60, ce sera une contre-performance. C'est terrible de dire ça, mais je crois vraiment. Ouais, mais les cadres reviennent. Je pense qu'on a besoin d'être rassurés, et on va l'être, disons comme ça. Allez les garçons, d'autres choses ? Oui, simplement, moi je sais qu'on nous écoute à Singapour. Donc, il y a Luc là-bas qui nous écoute, et visiblement la communauté qui aime le rugby et qui est francophone à Singapour est fan du pack de potes. Alors, on est super content de ça. On espère qu'à Singapour comme ailleurs, vous nous mettez des petits reviews sur Apple Podcast. Et en tout cas, à Singapour comme partout ailleurs, on vous embrasse.
Comme tout le monde, je me régale de cette Coupe du Monde, pas grand-chose à y rajouter, juste qu'elle m'a fait particulièrement beaucoup de bien ce week-end parce que je devais, comme beaucoup d'amateurs, faire mon retour sur le terrain. Je n'ai pas pu, à cause d'une petite blessure, à l'échauffement. Je pense que là, je me guette. Et du coup, voilà, la blessure, c'est un truc qui appartient au rugby, mais ça nous rappelle quand même parfois que si c'est un sport qui nous donne énormément, il prend aussi parfois, et j'ai la chance d'avoir une toute petite blessure, mais il y en a certaines qui écartent des copains des terrains, donc je pose fort à eux, ceux qui ne veulent plus jouer parce qu'ils sont trop abîmés. Et voilà, ça nous rappelle. Et trop vieux aussi. Et trop vieux aussi, pour nous parfois. deux. Ça fait partie de l'habitude. Plein de cheveux blancs. Tu t'es pas échauffé en Timberland, rassure-moi. Pourtant, non, j'étais en tongs. C'était parfait. Ouais, voilà, nos petites blessures nous rappellent que le temps continue son inexorable avancée et qu'il faut profiter tant qu'on peut. Profitons des Coupes du Monde qu'on regarde, profitons des matchs qu'on joue et profitons des copains du pack avec lesquels on partage des super podcasts. Et ça me fait un plaisir fou de vous retrouver chaque semaine pour partager cette Coupe du Monde avec vous. Allez, get better soon, mon cher Charlie. Et on se retrouve tous la semaine prochaine après ce super semaine de rugby. Salut à tous. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.